Vieillir apporte des défis inattendus, sans qu'on s'en rende compte et souvent sans que ceux qui nous entourent n'osent le dire. Ça commence par de petites habitudes, des traits de caractère qu'on avait toujours eus, mais qui s'amplifient et qui finissent par créer des murs entre soi et les gens qu'on aime. Ces attitudes qu'on adopte, souvent pour se protéger, souvent avec de bonnes raisons, mais qui ont pour effet de pousser progressivement les gens hors de notre vie. Et quand les gens partent, quand les visites s'espacent et les appels se raréfient, et que la maison devient de plus en plus silencieuse, on croit que c'est leur faute, qu'ils ne font pas l'effort, qu'ils sont absorbés par leur vie, qu'ils ne pensent pas assez à nous. Parfois c'est vrai, mais parfois c'est nous. Je m'appelle Bernard, j'ai 88 ans, et ce soir je vais vous parler de moi à une période de ma vie que je n'ai pas envie de raconter, mais que je vais raconter quand même, parce que certaines vérités sur soi-même méritent d'être dites, même quand elles sont inconfortables, même quand elles ne nous montrent pas sous le meilleur jour, parce que si elles peuvent aider quelqu'un à voir ce que je n'ai pas vu assez tôt, alors l'inconfort en vaut la peine. Après la mort d'Hélène, j'avais traversé le deuil comme j'avais traversé la plupart des choses difficiles de ma vie, en continuant, en tenant, en ne me plaignant pas. De l'extérieur, ceux qui me connaissaient auraient dit que je m'en sortais bien, que j'étais solide, que j'avais la force des gens de ma génération. À l'intérieur, quelque chose se passait que je ne voyais pas, quelque chose qui ressemblait à un raidissement progressif. Pas physique, même si le corps suit toujours ce qui se passe à l'intérieur. Un raidissement intérieur. Une façon de tenir les choses et les gens à une certaine distance contrôlée. Une façon de moins lâcher, moins faire confiance, moins me laisser surprendre. Ce raidissement avait pris des formes que je n'avais pas reconnues comme problématiques sur le moment, parce qu'elles me semblaient justifiées. Chacune prise séparément avait une logique. Ensemble, elles formaient quelque chose de plus lourd que je ne l'aurais voulu. La première chose qui s'était installée, la plus discrète et la plus tenace, c'était les manies. J'avais toujours été quelqu'un d'ordonné. Comptable de métier, habitué à mettre de l'ordre dans les chiffres, j'avais naturellement une façon de faire les choses qui aimait la précision et la régularité. Hélène le savait et le ménageait avec une affection amusée qui disait « Voilà Bernard, il fait les choses comme il les fait ». Après sa mort, cette précision s'était transformée en quelque chose d'autre. Pas en ordre, en rigidité. Les choses devaient être faites d'une certaine façon et pas autrement. Les affaires rangées exactement là où elles étaient. La façon de préparer le café en respectant un ordre précis. La façon dont les coussins étaient posés sur le canapé. La façon dont les livres étaient rangés. La façon dont on passait à table. Tout ça était devenu régi par des règles non dites, mais absolues, que j'avais construites sans m'en rendre compte. Quand mes petits-fils venaient, ils dérangeaient cet ordre, pas méchamment, en étant des enfants, en courant dans l'appartement, en posant les choses n'importe où, en préparant leur jus de fruits d'une façon qui n'était pas la bonne façon. Et je les corrigeais, pas violemment, mais régulièrement, avec cette façon d'un homme qui sait comment les choses doivent être faites et qui ne comprend pas pourquoi les autres ne le voient pas. Ce qui s'était passé progressivement, sans que je le voie, c'est que les visites avaient commencé à changer de texture. Les enfants étaient devenus plus prudents dans mon appartement, moins spontanés. Ils regardaient avant de poser quelque chose quelque part. Ils hésitaient avant de prendre un biscuit. Cette liberté qu'ils avaient eue les premières fois, cette façon d'être vraiment chez eux dans mon espace, avait disparu, remplacée par une vigilance légère, mais réelle. Et les parents venaient moins souvent, pas explicitement à cause de ça, mais les excuses pour ne pas venir le week-end étaient plus fréquentes, les visites plus courtes. Cette atmosphère légèrement tendue que personne ne nommait, mais que tout le monde ressentait.
Ce n'est que plus tard, après une conversation directe avec Julien, qui avait eu le courage de me dire quelque chose que je n'avais pas demandé à entendre, que j'avais compris. Il m'avait dit, avec cette façon directe qu'il a quand il décide d'être honnête, « Papa, les enfants ont peur de mal faire chez toi. » Thomas m'a dit que grand-père dit toujours qu'on fait les choses de la mauvaise façon. J'avais encaissé ça en silence. Et puis j'avais réfléchi. Et j'avais compris quelque chose que je n'avais pas vu. Cette rigidité que je croyais être de l'ordre et de la précision était en réalité quelque chose d'autre. C'était du contrôle. Un besoin de contrôle qui avait grandi à mesure que j'avais senti d'autres choses m'échapper. La santé qui changeait, l'énergie qui diminuait, le monde qui évoluait à une vitesse que je ne maîtrisais plus entièrement. Et dans ce contexte, l'ordre de mon appartement, la façon dont les coussins étaient posés, la façon dont le café était préparé, étaient devenus un territoire que je contrôlais encore, un îlot de certitude dans un monde de plus en plus incertain. Comprendre ça ne résolvait pas tout, mais ça changeait la question. La question n'était plus « pourquoi mes proches ne respectent pas mes façons de faire ?» Elle était « pourquoi j'ai besoin que tout soit exactement comme je l'ai décidé pour me sentir en sécurité ?» Et cette question-là avait une réponse que je pouvais travailler. La deuxième chose, celle dont j'avais le plus honte en la reconnaissant, c'était le refus de demander de l'aide. J'avais toujours été celui qui aidait, pas celui qu'on aidait. Comptable pendant 38 ans, j'avais résolu les problèmes des autres, organisé, géré, trouvé des solutions. Et dans ma vie personnelle, j'avais été le même, celui qui réparait, qui portait, qui s'occupait des choses pratiques. Ce rôle faisait partie de mon identité d'une façon si profonde que le remettre en question semblait remettre en question quelque chose d'essentiel de ce que j'étais. Vieillir avait progressivement rendu certaines choses plus difficiles, pas impossibles toujours, mais plus difficiles. Et plutôt que de demander de l'aide, j'avais développé une série de stratégies pour maintenir l'illusion que rien n'avait changé. Je faisais les choses plus lentement. Je les planifiais différemment. Je trouvais des façons de contourner les limites sans jamais les nommer. Et puis j'étais tombé. Pas une grande chute dramatique. Un matin dans la salle de bain, un pied qui avait glissé, un geste pour me rattraper qui n'avait pas été assez rapide, et me voilà par terre avec la cheville qui protestait et la dignité en miettes, et cette pensée immédiate. Est-ce que quelqu'un va savoir que je suis tombé? Est-ce que ça va se voir? Est-ce que je vais devoir le dire? J'avais réussi à me relever. La cheville n'était pas cassée, juste douloureuse pendant quelques jours. Je n'en avais parlé à personne. Ce secret-là m'avait pesé, pas la chute, le fait de l'avoir caché. Et en le gardant pour moi, j'avais réalisé quelque chose sur mes raisons de ne pas demander d'aide. Ce n'était pas uniquement la fierté au sens simple du terme, c'était la peur. La peur que si je montrais une faiblesse, si j'admettais que certaines choses devenaient difficiles, quelque chose changerait dans la façon dont les autres me voyaient, que je passerais d'une personne à un problème à gérer, que la conversation ne serait plus avec moi, mais sur moi. J'avais tort. Mais cette peur était réelle, et elle guidait des comportements qui m'isolaient. Parce que quelqu'un qui refuse systématiquement toute aide finit par rendre les autres inutiles. Et les gens qui se sentent inutiles finissent par ne plus chercher à être là. La troisième chose, celle que mon corps avait essayé de me dire avant que ma tête ne consente à l'entendre, c'était l'entêtement face à la santé. Les signaux étaient là. Des vertiges parfois le matin, pas fréquents mais présents. Une fatigue qui arrivait plus vite qu'elle n'aurait dû. Des moments où quelque chose dans ma façon de voir ou d'entendre me disait que quelque chose avait changé. Je les notais mentalement et je passais à autre chose. Pas parce que je les ignorais vraiment, parce que je redoutais ce qu'un médecin en dirait.
parce que mettre un nom sur quelque chose le rend réel d'une façon que l'absence de nom permet d'éviter. Cette façon d'éviter les diagnostics, par peur de ce qu'ils révéleraient, était une forme de courage à l'envers, une façon de croire qu'on se protège en ne sachant pas, alors qu'en réalité, on se prive de la possibilité d'agir pendant qu'il en est encore temps. Mon ami Bernard, mon comptable de 30 ans, m'avait dit un jour une phrase simple qui avait changé quelque chose dans ma façon de voir ça. Il m'avait dit « Bernard, aller chez le médecin, ce n'est pas admettre qu'on est malade. C'est s'assurer qu'on reste en état de faire ce qu'on veut faire. » Cette façon de reformuler la chose avait rendu le rendez-vous médical différent. Pas un aveu de faiblesse, une décision de gestion. J'étais allé. J'avais eu mes réponses, certaines plus faciles à entendre que d'autres. Et j'avais pu agir sur certaines choses à un moment où agir était encore efficace. La quatrième chose, celle que j'ai déjà abordée dans une autre vidéo, mais qui mérite sa place ici aussi, c'est l'accumulation d'objets. La maison dans laquelle j'avais vécu avec Hélène contenait 40 ans de vie, 40 ans d'achats, de cadeaux, de choses ramassées au fil du temps et gardées parce qu'on ne jette pas les choses qu'on a. Quand j'avais dû déménager dans un appartement plus petit après sa mort, j'avais dû faire face à tout ça. Ce que j'avais découvert pendant ce tri m'avait appris quelque chose que je n'aurais pas pu apprendre autrement. La majorité de ces objets ne me donnaient rien. Ils ne m'apportaient pas de joie, pas de souvenirs vivants, pas de connexion réelle avec le passé qu'ils étaient censés représenter. Ils occupaient de l'espace et ils créaient une dette émotionnelle diffuse. Cette obligation implicite de ne pas les jeter parce qu'ils viennent de quelqu'un ou qu'ils représentent quelque chose, même quand ce quelque chose ne se fait plus sentir dans la réalité quotidienne. Et physiquement, un appartement trop plein d'objets est un appartement où on circule moins librement, où les risques de trébucher sont plus élevés, où le nettoyage devient une charge plutôt qu'une routine simple. Un appartement chargé crée une charge. J'avais gardé ce qui touchait quelque chose de réel en moi quand je le tenais dans les mains. J'avais donné, transmis ou jeté le reste. Et l'appartement que j'avais réussi à constituer après ce tri respirait d'une façon que l'ancienne maison pleine n'avait plus depuis longtemps. Les souvenirs ne sont pas dans les objets, ils sont en nous. La montre que mon beau-frère m'avait offerte et que je n'avais jamais portée ne me rappelait pas mon beau-frère. Elle me rappelait que je n'avais pas su lui dire non quand il me l'avait offerte. Ce n'est pas un souvenir, c'est une obligation. Et les obligations qu'on n'a plus de raison d'honorer méritent d'être libérées. La cinquième chose, la dernière de ce soir, est peut-être celle qui avait le plus abîmé mes relations sans que je m'en rende compte. C'était la nostalgie devenue prison. J'aimais les conversations sur le passé. Je les avais toujours aimées. Ma mémoire était bonne et je trouvais une satisfaction réelle à raconter comment les choses avaient été, comment le monde fonctionnait quand j'étais jeune, comment certaines valeurs ou certains noms de fer avaient changé. Mais à un moment, sans décision consciente, ces conversations sur le passé avaient cessé d'être une partie de ce que je partageais pour devenir la quasi-totalité. Je ne parlais plus du présent que pour le comparer défavorablement à ce qui avait été. Tout était mieux avant. Les gens étaient plus respectueux avant. Les familles étaient plus unies avant. Les jeunes savaient comment se comporter avant. Ce n'était pas entièrement faux. Certaines choses étaient effectivement différentes et pas toujours en mieux. Mais la façon dont je le présentais, cette façon permanente de dévaluer le présent au profit d'un passé idéalisé, avait un effet sur les conversations que je n'avais pas mesuré. Les jeunes générations autour de moi s'étaient mises à changer de sujet quand je commençais ce genre de discours. Mes petits-fils avaient appris à regarder leur téléphone quand grand-père parlait du bon vieux temps. Michael acquiesçait poliment sans vraiment écouter. Julien faisait des blagues pour désamorcer.
J'avais coupé le lien sans le vouloir. En vivant dans le passé, j'avais rendu difficile pour ceux qui vivaient dans le présent d'être vraiment avec moi. Parce qu'on ne peut pas vraiment partager la présence de quelqu'un qui n'est pas vraiment là. Et je n'étais plus vraiment là. J'étais ailleurs, dans une époque révolue, avec des gens qui n'étaient plus là, eux non plus. Ce qui m'avait aidé à sortir de cette prison-là, c'était paradoxalement de commencer à m'intéresser à ce que les jeunes autour de moi faisaient et pensaient. Pas pour approuver tout, pas pour prétendre que tout ce qui est nouveau est bon, mais avec cette curiosité sincère de quelqu'un qui reconnaît qu'il ne sait pas tout, que le monde continue à se développer d'une façon qui a ses mérites, même si elle est différente, que les jeunes voient des choses qu'ils ne voient pas encore, et que ces choses méritent peut-être d'être entendues. Ce changement d'attitude, si léger qu'il puisse sembler, avait changé la texture des conversations. Thomas, mon petit-fils de 12 ans, m'avait un soir expliqué comment quelque chose fonctionnait sur son téléphone avec une patience et une fierté d'expert que je n'avais pas provoquée en critiquant ou en comparant. Je lui avais juste demandé comment ça marchait, et il m'avait dit. Et dans cette conversation simple, quelque chose avait existé entre nous qui ne ressemblait pas à la distance habituelle entre un vieux grand-père et un enfant de la génération des écrans. La curiosité du présent ne tue pas l'amour du passé. Elle lui donne une compagnie. Elle permet d'être une personne complète, qui honore ce qu'elle a vécu sans en faire la mesure de tout ce qui vient après. Je veux vous dire quelque chose pour terminer. Ces 5 choses que j'ai décrites ce soir, les manies et la rigidité, le refus de demander de l'aide, l'entêtement face à la santé, l'accumulation d'objets, la nostalgie comme prison, elles ont toutes quelque chose en commun. Elles ont toutes commencé comme des façons de me protéger, de maintenir un contrôle, une dignité, une identité dans un contexte qui changeait et qui me demandait des adaptations que je n'étais pas prête à faire. La protection n'était pas sans raison, mais elle avait un coût que je ne voyais pas, parce que je le payais en monnaie invisible, en visites qui s'espacent, en conversations qui se raccourcissent, en spontanéité qui disparaît, en liens qui se maintiennent en apparence, mais qui se vident de leur substance. Il n'est jamais trop tard pour voir ce qu'on fait, et voir ce qu'on fait est le premier pas vers la possibilité de faire autrement. J'ai changé. Pas entièrement, pas d'un coup, avec ces petits ajustements que la lucidité permet quand on accepte de la regarder en face, même quand ce qu'elle montre n'est pas flatteur. J'ai desserré les règles de mon appartement. J'ai commencé à accepter de l'aide sans en faire une défaite. J'ai pris les rendez-vous médicaux que j'évitais. J'ai désencombré ce qui pouvait l'être. Et j'ai commencé à demander à mes petits-fils comment les choses fonctionnent dans leur monde, plutôt que de leur expliquer comment elles fonctionnaient dans le mien. Ces changements ont rendu quelque chose de simple, la légèreté dans mes relations. Cette façon de voir les gens arriver avec plaisir, parce qu'ils viennent d'une envie vraie et non d'un devoir qui pèse. Cette façon d'être avec eux dans le moment, sans que le moment soit alourdi par des règles ou des comparaisons ou des refus. Bien vieillir n'est pas un état qu'on atteint une fois et qu'on maintient sans effort. C'est une série de choix qu'on fait et qu'on refait. Certains jours plus facilement que d'autres, mais des choix. Et ces choix sont à votre portée aussi longtemps que la tête fonctionne. Je m'appelle Bernard, j'ai 88 ans. Je travaille encore sur moi. Pas parce que je ne suis pas satisfait de ce que j'ai construit, parce que le travail sur soi ne prend pas sa retraite, et parce que chaque petit ajustement que je fais pour rester une personne que les gens ont envie d'avoir dans leur vie est un investissement dans ce qui me rend la vie valable. La présence des autres, vraie, libre, choisie. Si cette vidéo vous a touché,
Si elle a nommé quelque chose que vous reconnaissez en vous ou dans quelqu'un que vous aimez, dites-le moi dans les commentaires. Ces reconnaissances-là sont précieuses. Elles prouvent qu'on n'est pas seul à traverser ce que les livres ne disent pas. Et si vous pensez à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça, partagez cette vidéo. Parfois, les mots qu'on ne trouvait pas arrivent de là où on ne les attendait pas.